Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Dernière ligne droite pour le grand débat après 2 mois de consultation. Cette concertation touche à sa fin. Que faire des doléances exprimées un peu partout en France? Des conférences thématiques sont organisées dans les ministères. Pour commencer la synthèse, nous serons en direct dans cette édition. Coup de théâtre à la veille du vote au Sénat de la proposition de loi anti-casseurs. Emmanuel Macron annonce saisir le Conseil constitutionnel sur les articles les plus sensibles de ce texte. Le chef de l'État veut ainsi se poser en garant des libertés publiques et faire taire les critiques. Le débat est à suivre. Première diffusion demain à 23h sur notre antenne d'un nouveau numéro de Sénat en Action consacré à la saison 2 de l'affaire Benalla. Comment ce dossier a-t-il été relancé par l'Élysée, suscitant un nouveau bras de fer avec la Haute Assemblée? Nous poserons la question à notre journaliste Quentin Calmi. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle de conférence au Sénat, et Alexandre Poussard dans une annexe du ministère de la Justice à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron prend les devants face aux critiques suscitées par la proposition de loi anti-casseurs qui devrait être définitivement adoptée demain par le Parlement après un ultime vote du Sénat. Le chef de l'État va donc saisir le Conseil constitutionnel sur les articles concernant à la fois l'interdiction de manifester et la dissimulation du visage. Des dispositions qui avaient occasionné un début de fronde de la part des députés En Marche qui n'avaient pas voté le texte. Écoutez à ce propos Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, c'était ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Le président de la République a conclu son propos introductif en soulignant le fait que le Sénat semblait s'orienter vers un vote conforme sur le texte sur le droit à manifester, le texte autrement appelé dans nos débats la loi anti-casseurs. Et le président de la République a donc informé le gouvernement de son intention de saisir le Conseil constitutionnel, en particulier sur 3 articles de ce texte. L'article 2, sur la possibilité de procéder à des fouilles. L'article 3, sur les restrictions à manifester. Et l'article 6, sur la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage. Il a donc informé le gouvernement de son souhait de saisir le Conseil constitutionnel. Il est ainsi pleinement dans son rôle de garant des libertés publiques dans notre pays. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Il est avec vous, Tam Tranui. Oui, Roger Karoutchi, comment interprétez-vous cette saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République sur cette proposition de loi anti-casseurs avant même que cette loi soit adoptée demain par le Sénat? Écoutez, si je voulais parodier Jacques Chirac, je dirais que c'est abracadabrantesque. Le Sénat vote une loi. Le président de la République, au bout de 2 mois, dit « Je veux que cette loi, à cause des violences liées aux manifestations, soit votée par l'Assemblée nationale. » C'est lui qui le dit, même pas nous, lui. Il fait voter le texte par l'Assemblée nationale, on dit très bien. Le texte est transmis au Sénat. Bonne âme, beau joueur, on dit c'est parfait, on le votera conforme pour que le gouvernement ait des éléments et des armes très vite. Et c'est le président de la République qui défère au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pour faire censurer? Alors pourquoi il a demandé à ce que ce soit voté? C'est incohérent, incohérent. Est-ce que c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de se montrer comme un garant des libertés publiques face à un Sénat liberticide? Mais qu'il ne se gêne surtout pas. Il eût fallu qu'il transfère le texte avant de le demander en vote à l'Assemblée, de demander l'avis du Conseil. Et si l'avis du Conseil avait été défavorable, il ne le faisait pas voter. Mais c'est lui qui a demandé le vote. Et c'est le gouvernement qui a fait pression sur l'Assemblée, qui n'en voulait guère, pour le voter. Après quoi, on nous le renvoie, nous on dit bon, on le prend tel quel. Et c'est le président qui défère pour être censuré. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je serais un manifestant violent, je dirais bah, c'est très bien, continuons. Est-ce que ce n'est pas aussi, justement une réponse à cette adoption conforme du Sénat un peu surprenante, puisqu'on se rappelle que Bruno Retailleau avait dit l'Assemblée nationale a vidé ce texte de sa substance en partie? Oui, en partie seulement parce qu'il y a bien des éléments, d'ailleurs remis en ordre par le gouvernement à l'Assemblée nationale, pour que le texte ne soit pas totalement vidé de sa substance. Mais en tout cas, il permettait au gouvernement d'agir vite pour mieux contrôler, mieux cadrer les manifestations et les casseurs. Si finalement le président n'en veut pas, c'est son droit, mais si c'est une manœuvre, alors je ne la comprends même pas. Parce que où on veut assurer l'ordre,
où on ne veut pas assurer l'ordre. On rappelle tout de même les articles qui font l'objet de la saisine pour le président de la République, la création du délit de dissimulation de visage, l'interdiction de manifester pour certaines personnes ou le fait de pouvoir faire des fouilles aux abords de manifestations. C'est-à-dire, en clair, tout ce qu'il y a dans le texte. L'essentiel du texte. Bah oui, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de faire voter une loi. On peut dire aux policiers, tenez, jouez à la marelle. Est-ce que pour vous, c'est aussi le signe de désaccord entre l'exécutif et sa majorité, quand on voit aussi, par exemple, la question de l'indexation des retraites? La République En Marche dit, à nous, à l'issue du grand débat, on propose cela, l'indexation des retraites. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout. On se rappelle que l'exécutif s'y était opposé lors du PLFSS. L'exécutif dit, je n'augmenterai pas les impôts, notamment sur les droits de succession. En Marche dit, on a une proposition pour augmenter les droits de succession. L'exécutif dit, j'ai désindexé les retraites et c'est opposé à la réindexation que le Sénat a proposée en novembre-décembre. Voilà, et là, En Marche dit, nous, on propose la réindexation. Là, on a maintenant cette affaire sur la loi anti-casseurs. Je ne comprends pas. Si Emmanuel Macron n'est absolument pas d'accord avec sa majorité, surtout qu'il ne se prive pas, qu'il en change. Mais surtout qu'il ne se prive pas. Nous, on n'est pas contre. S'il dit à tous ces députés En Marche, allez, partez dans l'opposition, on regardera le défilé avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, pour votre réaction. Merci beaucoup, Tam, pour cette première réaction et on reparlera de ce vote demain au Sénat sur cette PPL anti-casseurs dans notre débat tout à l'heure. C'est l'heure à présent du premier bilan pour le grand débat avec le coup d'envoi cette semaine des conférences thématiques nationales organisées aujourd'hui dans 2 ministères, celui de la justice et celui de la transition écologique. Objectif, faire un état des lieux des premières remontées concernant la thématique écologie et démocratie. Mais vous allez le voir, le flou entoure encore la restitution et la synthèse des contributions. Michael Spitzberg avec Léa Doplé. Une journée, c'est court. C'est le temps offert aux corps intermédiaires dans le cadre de la conférence nationale sur le thème de l'écologie. Une quarantaine de participants, élus, associatifs, syndicalistes, invités à réfléchir ensemble dans le cadre du grand débat. Je crois que c'est important de mettre à jour les positions des corps intermédiaires sur les sujets de la transition écologique, là où ils sont d'accord entre eux, là où ils ont des désaccords, pour alimenter le débat citoyen. Mais attention, pas question ici de s'approprier le grand débat au détriment des contributeurs anonymes. On n'est pas des super contributeurs, mais les corps intermédiaires que je représente, dont je fais partie, nous faisons partie, sont des gens qui ne défendent pas leur intérêt particulier, mais défendent l'intérêt collectif. L'ambition affichée est de servir de rampe de lancement aux conférences régionales citoyennes qui se tiendront d'ici la fin du mois de mars. Séparés par groupe au sein d'ateliers thématiques, les participants doivent clarifier les propositions déjà recueillies. On fait partie des contributions qui sont faites. Là, l'idée, c'est de les enrichir cet après-midi pour les coordonner, les rendre plus lisibles, les regrouper peut-être s'il y a des chevauchements et les rendre plus positionnables sur un débat. À l'issue de ce travail, des fiches synthétiques seront établies. Elles serviront de base de discussion aux prochaines étapes du grand débat. Et on continue les réactions au Sénat avec vous, Tam Tranui, côté du sénateur attaché au groupe RDSE de Loire-Atlantique, Ronan Dantec. Ronan Dantec, comment interprétez-vous le report de la présentation du projet de loi énergie? Alors François de Rugy fait savoir que c'est pour faire un texte plus ambitieux, pour l'améliorer. Il a besoin d'1 ou 2 semaines de plus. Le croyez-vous? Moi, si on va dans le sens d'une amélioration du texte, je suis tout à fait prêt à le croire. Vous en doutez? Non, je crois qu'on est dans un moment assez étonnant, après cette crise des Gilets jaunes, que certains, trop rapidement, ont pu lire comme finalement un refus de la société française de l'effort de la transition énergétique et climatique. L'opinion publique s'est retournée, il y a eu la pétition, 2 millions de personnes, il y a les mobilisations des lycéens, il y a toutes les initiatives que nous prenons comme celle que nous prenons cet après-midi au Sénat. Et finalement, la société française, elle dit aujourd'hui au gouvernement, il faut mener cette transition énergétique et climatique, mais il faut le faire dans le cadre d'un contrat social. C'est aussi le pacte écologique et social que les associations et les syndicats ont proposé la semaine
dernière. Donc je crois que les choses sont en train de se retourner et maintenant j'espère que le gouvernement mettra effectivement une PPE à la hauteur des enjeux sur la table. Vous le dites d'ailleurs, il y a une mobilisation des lycéens. Jean-Michel Blanquer propose le jour de la grève des lycéens de faire des débats dans les lycées. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du ministre de l'Éducation nationale? Alors j'ai pas bien compris. Donc les lycéens vont manifester et à 16h le vendredi soir vont retourner au lycée pour discuter. On va attendre voir s'ils sont nombreux à revenir. Bon, alors justement, on va parler un petit peu du fond de ce projet de loi sur l'énergie. De nombreuses ONG déplorent que les objectifs soient insuffisamment ambitieux, notamment en matière de réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Alors, on est sur plusieurs débats. Il y a le débat sur le climat, il y a le débat sur le nucléaire. Effectivement, aujourd'hui, il faut réduire la part du nucléaire. C'est une fragilité française. Et cette part ne se réduit pas assez rapidement. Mais il y a beaucoup d'autres enjeux. Il y a des enjeux sur l'efficacité énergétique, sur le niveau d'ambition, sur la réhabilitation du logement, où là, nous ne sommes absolument pas financièrement dans le cadre pour atteindre les objectifs. Il y a la place des territoires, la place du gaz renouvelable avec la méthanisation. Il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Vous développez une réflexion sur tous ces sujets. Oui, je crois, voilà, tout à fait. Cet après-midi, sénateurs et députés sont rassemblés ici au Sénat pour mettre des propositions sur la table avec les territoires au cœur, la réhabilitation du logement au cœur. Je crois qu'effectivement, il est encore temps pour que le gouvernement revoie sa copie avec plus d'ambition, mais surtout, la question, c'est est-ce que Bercy, puisque depuis des années, c'est Bercy qui bloque l'ambition sur cette transition, est-ce que Bercy, aujourd'hui, a de la part du président, du Premier ministre, des consignes extrêmement claires pour aller effectivement sans retenue dans cette transition? Croyez-vous, par exemple, qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire fermer 4 centrales à charbon, comme il s'y est engagé d'ici 2022? On entend déjà Bercy qui dit, ce sont des emplois. Non mais il y a toujours, dès qu'on fait quelque chose, il y a des emplois en plus ou en moins. Il faut accompagner cette transition. On ne peut pas, nous, France, continuer de produire de l'électricité à partir du charbon, c'est une évidence, alors que le charbon électrique est une des grandes responsabilités des émissions de gaz à effet de serre dans le Nord, donc il faut le faire évidemment. Il faut accompagner cette mutation, c'est tout aussi évident. Il y a aussi des propositions comme Accord de mai, ce que je soutiens, mais qui ne tient que pour un seul site, de revaloriser des bois de classe B qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Donc c'est une transition nécessaire. Et là, j'ai le sentiment que le gouvernement, après avoir un peu flotté, veut revenir, mais la difficulté qu'il a aujourd'hui, c'est la sécurité d'approvisionnement, parce que le nucléaire est fragile et qu'à partir du moment où effectivement Flamanville ne rentre pas en service, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, le système n'est pas totalement sécurisé. Mais non, il faut aller sur la fermeture du charbon. Les dernières déclarations ce matin me semblaient aller dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup, Ronan Dantec, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tin. Mais on prend tout de suite la direction du 19e arrondissement de Paris dans une annexe du ministère de la Justice où sont synthétisées aujourd'hui toutes ces remontées de terrain. On retrouve d'ailleurs Alexandre Poussard. On a vu qu'au ministère de la Transition écologique, c'était encore un petit peu flou. Comment ça s'est passé aujourd'hui pour le ministère de la Justice, Alexandre ? Écoutez Delphine, ici au ministère de la Justice, cette conférence sur la démocratie était plutôt organisée, plutôt cadrée, avec une quarantaine de participants, des associations, des collectivités et également des syndicats. Alors ce matin, les participants ont défini les groupes de travail thématiques sur lesquels ils allaient travailler, avec des thèmes qui ont été écartés du débat, notamment la laïcité et la démocratie directe. Les participants ont préféré se pencher sur le rôle, la légitimité des élus, sur l'engagement citoyen et aussi sur la place du mouvement associatif dans les décisions publiques. Alors sur ce point, écoutez Nicolas Froissart du groupe SOS. C'est très bien de débattre et nous, comme beaucoup d'associations, on gère aujourd'hui des services publics. Et puisque c'est une question qui est posée dans le cadre de ce grand débat, comment améliorer les services publics, on considère que le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur associatif doit être renforcé parce que, comme vous le disiez, le secteur associatif gère des crèches, des maisons de retraite, des structures sociales, des hôpitaux et le fait très bien puisqu'il n'a pas à servir d'excédent, de dividende à des actionnaires. Et autre sujet qui a été débattu aujourd'hui par les corps intermédiaires, la place des questions environnementales dans la démocratie et les décisions publiques. Sur ce point, écoutez Georges Ribière du Comité 21. D'abord, bien entendu, l'éducation et la formation, mais pas seulement en rapport avec l'éducation nationale, parce que ça existe de façon traditionnelle depuis des années, mais aussi au niveau de l'enseignement professionnel, de l'apprentissage et bien sûr de l'action des médias.
Alors dans quelques minutes, les groupes de travail thématiques vont clore leur débat avant de restituer la synthèse de leurs échanges devant tous les participants. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de cette édition. On va poursuivre ce débat avec mes invités sur ce plateau. Sophie Primas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat, sénatrice LR des Yvelines. Patrick Caner est également sur ce plateau. Bonjour, président du groupe socialiste ici au Sénat, sénateur du Nord, ancien ministre. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Nicolas Tenzer est également avec nous. Bonjour. Vous êtes président du CERAP, c'est le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Et puis Denis Baranger, bonjour, bienvenue à vous. Professeur à l'université Panthéon-Assas, c'est à Paris 2 et co-directeur du blog de droit constitutionnel JP Blog. Merci d'être avec nous. Sophie Primas, on voit quand même ce grand débat, beaucoup s'interroger au début sur sa tenue. Le gouvernement, il voit plutôt un succès avec les premiers chiffres qui sont là. Plus de 10 000 réunions en 2 mois, 1 400 000 contributions sur la plateforme avec 16 000 cahiers de doléances déposés en mairie. C'est un succès ? Écoutez, je pense qu'au moins ce grand débat aura eu un grand bénéfice, c'est que enfin les Français ont pu exprimer le fait qu'ils sont passionnés par la politique. Moi, je ne doutais pas de ça, mais aujourd'hui, les Français expriment leurs opinions politiques. Vont-elles tous dans le sens de l'intérêt général ? Ça, on le verra à la suite, on le verra quand tout sera dépouillé. Mais en tout cas, les Français ont assumé le fait qu'ils adorent parler politique et qu'ils ont envie de parler politique directement à leurs élus et de s'exprimer sur les grands thèmes de société. Donc en ça, c'est plutôt bien. Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, dit que c'est un pied de nez à la droite sénatoriale, qui n'y croyait pas finalement à ce débat. Non, ce à quoi nous ne croyions pas, c'est ce que nous ne voulions pas, c'est faire assumer les responsabilités de la situation politique, que je ne qualifie même pas d'ailleurs autour de La République En Marche, mais de la situation politique aux seuls élus locaux de territoire, c'est-à-dire aux seuls maires. Et donc, nous ne voulions pas qu'il y ait dans l'esprit des Français de doute sur la responsabilité et le fait que les maires animent les débats. C'est pour ça que nous avons été prudents. Mais sur l'expression politique, tant mieux, les Français parlent politique, ils adorent ça depuis Astérix, tout va bien. Patrick Caner, même analyse, c'est plutôt bénéfique finalement, ce grand débat, ces concertations qui touchent à leur fin ce vendredi ? Oui, tout ce qui peut concourir à une forme de démocratie collaborative entre la légitimité du peuple souveraine et celle des élus, c'est-à-dire les représentants du peuple, moi ça me convient. Même si tout à l'heure dans votre reportage j'entendais un intervenant dire mais on s'interroge sur la légitimité des élus. Attendez, je ne vais pas m'excuser, ou Sophie Primas, je ne vais pas m'excuser d'avoir depuis tant d'années demandé la confiance de mes concitoyens. S'ils ne veulent pas me donner leur confiance, ils me renvoient dans mes 15 mètres. Donc acte. Donc attention de ne pas voir le grand débat être dévoyé avec les pires relents peut-être que peut connaître notre société, et notamment un discours contre les représentants. Moralité, attention à ce conflit potentiel entre le peuple, ou la foule, comme dirait Bernard Cazeneuve, et les élites. Nous ne sommes ni les élites, il n'y a pas le peuple contre les élites, il y a simplement une organisation de la République qu'il faut préserver. Et ce que je vois aujourd'hui, et j'en arrête là, c'est que nous sommes rentrés les uns les autres, nous avons participé au grand débat, et encore moi ce week-end dernier, et le risque, en fait, c'est de rentrer sur un terrain de jeu sans en connaître totalement les règles. Et aujourd'hui, il y a des règles qui nous manquent sur la concrétisation et la conclusion du grand débat. C'est effectivement l'enjeu et on voit qu'on est rentré dans la dernière ligne droite. Nicolas Tenzer, que faire de toutes ces contributions, de toutes ces doléances ? On a vu à travers ces exemples aujourd'hui ces conférences thématiques nationales dans les ministères. C'est un petit peu le flou encore, on ne sait pas trop comment synthétiser toutes ces remontées de terrain. Mais je crois qu'il y a eu d'abord une vaste entreprise de consultation. Attention, ce n'est pas de la participation à la décision. Je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Une consultation large, qui est très bonne, qui est très heureuse. Les Français y ont, j'ai l'impression, participé vraiment avec intérêt, parfois avec passion. Enfin, ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur et on pourrait presque regretter d'ailleurs que ce type de débat n'ait pas eu lieu plus tôt, il y a 5 ans, il y a 10 ans et qu'il ne soit pas intervenu régulièrement. Maintenant, il y aura un temps qui sera le temps de la décision. Ce temps de la décision, ce sera évidemment le président de la République, le gouvernement, ce sera évidemment les parlementaires après, lorsqu'il y aura des lois qui en découleront, qui auront à prendre
prendre ces décisions. Par définition, il va falloir trier, il va falloir sélectionner, il va falloir garder une cohérence, parce qu'il est évident que derrière tout ce qui s'est exprimé à travers ce débat, il y a des choses qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Et donc, il va falloir d'abord que chacun, je pense, trouve une réponse à ses préoccupations, et qu'on explique à chacun et à chacune pourquoi ce qu'il a proposé tient la route ou bien ne tient pas la route. Il faudra dire pourquoi éventuellement on ne retient pas certaines propositions, et ça il faudra qu'il y ait une transparence la plus exacte, la plus absolue, la plus sincère possible. Et puis encore une fois viendra le temps de la décision. Bien sûr, il y a un gouvernement qui a un certain nombre d'options, qui a été élu sur un programme. Il ne faudra pas non plus que ce programme soit complètement dévoyé. Et ça, je pense que le président de la République était assez clair là-dessus. Denis Barranger, c'est l'heure du bilan, je le disais. C'est plutôt une bonne séquence pour l'exécutif, ce grand débat. Oui, on peut faire crédit au président Macron d'avoir inventé un dispositif, un outil habile de sortie, ou du moins pour faire face à la crise des Gilets jaunes. Dans le même temps, le mouvement des Gilets jaunes a montré certaines faiblesses ou certaines limites, spontanéisme politique, absence d'organisation, incapacité de se convertir en liste. On a vu ce matin dans le Figaro que s'il y avait une liste, elle ferait 3%, donc rien en substance. D'un autre côté, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il y a un pas de l'expression politique à la vraie délibération, et il y a un autre pas très grand d'un éventuel vrai débat à la décision politique. Et maintenant, ça va être de sortir du grand débat qui va être difficile. M. Macron avait dit ce que ça n'était pas. Il avait dit c'est pas une élection, c'est pas un référendum. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la très grande question. La prolongation actuelle de ce dispositif pose une question de ce point de vue-là. On appuie sur la touche pause. Qu'est-ce qu'on va faire après ? On ne le sait pas. Sophie Primas, avec un débat parlementaire qui est attendu probablement début avril. Vous, qu'en attendez-vous justement de toutes ces remontées de terrain ? J'en attends de trouver une cohérence dans tout cela, parce que je pense qu'on a été plusieurs, comme Patrick Caner vous l'a dit tout à l'heure, à assister ou même à participer, parce que quand on était dans les réunions, on était quelquefois en effet sollicités. Mais il faut trouver une cohérence, et il faut trouver, après cette consultation, parce que je pense qu'en réalité le mot juste est là, la consultation, il faut trouver une cohérence de l'action politique qui soit cohérente avec ce qu'a promis le président de la République avant les élections présidentielles, et qui soit cohérente aussi avec la majorité de ce qui va être exprimé. Moi, j'ai une préoccupation, c'est la légitimité de ce qui va être proposé. Parce qu'on a fait des consultations, il y a beaucoup de Français qui sont exprimés, mais je ne sais pas quelle est la légitimité démocratique de ce qui ressort de ces consultations et de ces débats. Pour avoir été plusieurs fois, je l'ai dit, dans des débats, j'étais frappée par la différence entre les Gilets jaunes, la population des Gilets jaunes qui s'exprimait dès le début. Elle était présente, Sophie Primas, cette population? Pas tout le temps, justement. Il y avait un décalage. Il y avait un décalage très important, très très important entre moi les premières réunions que j'ai faites où on avait une population, j'allais dire. Peut-être plus avertie de la chose politique, plus connaisseuse de la chose politique, quelquefois plus âgée également que celle qui s'exprimait dans la rue. Donc des populations assez différentes. Et la dernière que j'ai faite était à moitié de ces personnes-là et à moitié des Gilets jaunes. Et là, j'ai vu une confrontation des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, les Gilets jaunes se levant en disant « nous sommes le peuple » et les autres étant relégués à des choses qui n'étaient pas le peuple. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'on sorte sur une confrontation des idées, et c'est la légitimité démocratique qui va donner le là de ces conclusions. Patrick Caner, on sait que nos confrères et consoeurs du Parisien ont d'ailleurs fait un état des lieux assez complet de ces contributions. Ils s'intéressent à une France qui apparaît visiblement coupée en deux. Oui, notamment le Parisien insiste sur les participations venant des territoires qui ont voté oui à Maastricht, alors que dans les territoires qui ont voté non, ça c'est la théorie de M. Fourquet qui est très juste, eh bien on n'a pas beaucoup participé. On a une matière qui est très riche, parfois contradictoire. Et vous connaissez cette fameuse expression, l'intérêt général n'est pas la somme arithmétique des intérêts particuliers. Et donc maintenant l'enjeu, c'est que, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron a lancé une fusée. Est-ce qu'il maîtrise tous les étages de la fusée, si vous me permettez la métaphore? Et on peut en être un peu inquiet sur le... Comment va-t-il sortir de cela? Par un référendum, ses proches lui disent surtout pas, ce sera la catastrophe. Par des lois, mais encore faut-il que le Parlement soit associé. Est-ce que ce sera en contradiction ou pas avec son programme? Je me demande si la machine infernale n'est pas en train de se mettre en place et qu'on gagne du temps
Voilà, c'est le temps de la procrastination. Et peut-être qu'au passage, on essaiera de surmonter l'épreuve des élections européennes. Donc, il ne faudrait pas que tous ces Français, nombreux, sincèrement, qui ont participé avec leurs idées en pensant que la consultation deviendrait une vérité. Il ne faudrait pas que la déception soit tellement grande que finalement c'est tout le système, tout le régime parlementaire et le régime démocratique de représentation qui soit mis en cause en disant encore une fois, on a joué le jeu, mais vous jouez pas le jeu avec nous. Alors là, le climat risque d'être extrêmement tendu. On va continuer ce débat, Patrick Haner, mais on retrouve Alexandre Poussard avec un des membres du collège des garants, Jean-Paul Bailly. C'est à vous, Alexandre. Oui, Jean-Paul Bailly, quelles sont vos observations en tant que garant de ce grand débat national sur cette conférence nationale des corps intermédiaires autour de la démocratie? Écoutez, je pense que c'est un moment très, très important parce que on a depuis le début souhaité que le grand débat soit à la fois inclusif et délibératif. Inclusif, ça veut dire que tout le monde peut y participer. Alors jusqu'à présent, dans l'ensemble des débats, ça a été le cas. Mais effectivement, la contribution et la participation des corps intermédiaires, jusqu'à présent, avait été limitée. Et donc, ces conférences thématiques nationales sont l'occasion, d'une certaine manière, de faire monter à bord les corps intermédiaires. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que les réunions se passent bien, et les débats sont ouverts, constructifs, parfois animés, mais ça répond à la deuxième exigence, qui est d'un moment délibératif. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le grand débat a réuni beaucoup de Français, beaucoup de citoyens, dans des formats très différents, que ce soit le site, que ce soit les réunions, que ce soit les cahiers citoyens ou les contributions. Mais seuls, véritablement, les débats jusqu'à présent étaient de nature délibérative, avec un vrai échange. Et pas tous encore. Là, on a vraiment un moment délibératif. Et donc, sur ces deux points de vue-là, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est un moment important et qui est aussi un élément important dans un nouveau moment de ce grand débat, qui est qu'après la pluralité, il va falloir entrer dans une phase un peu de convergence. Et donc ça amorce cette phase de convergence, de même que les conférences citoyennes régionales, avec les citoyens tirés au sort de la semaine prochaine et de la semaine d'après, seront aussi un moment de convergence et fortement délibératif, puisque par définition, ce sont des conférences où les Français tirés au sort discuteront entre eux. Et alors, est-ce qu'une journée, quelques heures en somme, c'est suffisant pour consulter les corps intermédiaires? Écoutez, en fait, c'est ce qu'ils disent. Ils sont souvent consultés d'une certaine manière, mais ils regrettent de ne pas participer assez dans de la co-construction. Alors, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas en quelques heures qu'on fait véritablement la co-construction, mais je pense que c'est l'occasion qu'ils passent un certain nombre de messages importants pour la suite, pour les suites plutôt, du grand débat, puisqu'il y aura un moment de décision concrète, mais chacun comprend bien que c'est un processus qui va se poursuivre, et dans une dynamique avec un élargissement, on va dire, de la démocratie participative d'une certaine manière. Et donc, je pense que cette journée y contribue, même si, de ce point de vue-là, elle ne sera pas décisive. Vous parliez d'un grand débat national inclusif. Est-ce que véritablement tous les Français y ont participé, ou est-ce que c'est juste une partie assez aisée de la population, et notamment les retraités, qui ont participé? Non, on peut pas dire que tout le monde tous ceux qui ont voulu ont participé. Et c'est vrai que quand on a participé à des débats, comme on l'a fait beaucoup, un certain nombre de pans de la population sont moins représentés que d'autres. On ne peut pas dire qu'ils soient absents, mais par exemple, moi j'étais à des réunions où il y avait des gilets jaunes, des réunions où il y avait des chômeurs, des réunions où il y avait des personnes handicapées, voire des gens complètement exclus, parlant eux-mêmes ou parfois portés par leurs associations. Donc ce débat, tous ceux qui voulaient, pouvaient y participer. Mais de manière générale, je pense qu'il faut bien comprendre que ce grand débat n'est pas un grand sondage. C'est-à-dire, par définition, la base n'est pas une base représentative, c'est la base de tous les Français qui ont quelque chose à dire. Très bien. Merci beaucoup Jean-Paul Bailly d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Nicolas Tanzer, on vient d'entendre effectivement sur l'aspect profil des participants. Ça, c'est extrêmement aussi intéressant à décrypter. Et pour l'instant, en ce qui concerne Internet, on voit qu'il y a une surmobilisation des Français les plus citadins, les plus urbains, les plus aisés.
Oui, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien documenté, comme on dit, par l'ensemble des livres, des ouvrages, des articles qui sont consacrés à cette question. Il est clair que plus on est élevé dans l'échelle sociale, culturelle, éducative, plus on participe et plus on participe de manière précise, argumentée à ce genre de débat. Donc il y a une inégalité en quelque sorte structurelle de ce genre de choses. Deuxièmement, on s'est aperçu aussi que les jeunes ont moins participé dans l'ensemble, et ça je trouve que c'est plutôt inquiétant, moins participé dans l'ensemble que les autres catégories. Ensuite, on s'aperçoit évidemment que les gens dans les périphéries, parce qu'ils ont moins d'accès, qu'il y a quand même cette coupure, cette fracture de l'Internet, également n'ont pas nécessairement pu s'exprimer. Et puis il y a ceux qui étaient aussi, notamment un certain nombre de gilets jaunes, qui étaient rétifs à ce genre de participation, qui ne voulaient pas, qui eux étaient sur une autre logique, qui était une logique de destruction, d'insurrection, et voilà, et qui n'était pas dans cette participation. Et ça, c'est je crois, extrêmement inquiétant. Donc il va falloir rassembler, et je pense que l'un des grands enjeux de la conclusion du débat, ça va être de ne pas opposer les catégories de Français les unes contre les autres, de ne pas opposer les riches, les pauvres, les urbains et les ruraux, les ouvriers, les cadres, etc. Et il va falloir trouver quelque chose qui fabrique effectivement cette cohésion qui a semblé depuis très longtemps manquer à cette société divisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Denis Barranger? Est-ce que le grand débat a manqué sa cible finalement? Puisque je le disais, l'objectif c'était bien de mettre un terme à cette crise des Gilets jaunes. Même si le grand débat avait seulement réussi à réunir le cœur de l'électorat de Macron, pour lui, ça aurait déjà été quelque chose d'intéressant. Mais je pense que ça va un peu au-delà. Si on regarde ce qui s'est passé généralement, je pense que les Gilets jaunes, c'était un mouvement de colère, de contestation, mais qui s'est confronté avec le temps à un déficit d'incarnation. Ils pensent qu'ils disent qu'ils sont le peuple, personne n'est le peuple avec la souveraineté nationale. Ils ont cette difficulté-là, et la baisse des participations aux manifestations illustre cette difficulté, et puis aussi l'emprise des extrêmes et le danger de violence, l'incapacité à avoir une plateforme, un programme politique. Face à ça, M. Macron, il a, si vous me pardonnez l'expression, réussi son coup, il a trouvé le bon outil, mais lui, il est confronté non pas à un déficit d'incarnation, mais à un déficit de représentation. Comment il va prendre la décision politique, comment il va convertir en agenda politique tout ce, je ne vais pas dire ce chaos, mais ce fouillis, cette grande variété, parfois contradictoire d'expressions politiques et de projets, c'est tout à fait incertain. Il va être attendu, si je puis dire, au tournant. J'ai un petit peu l'impression, à regarder, même en regardant d'ailleurs la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, qui va essayer de transformer ça en une validation d'une partie de projets préexistants, et puis contre ses oppositions. On voit très bien comment, par exemple, dans la lettre aux Français, était déjà un petit peu intégré le projet de réforme constitutionnelle. Il sera intéressant de regarder s'il y a beaucoup du passé dans l'avenir, de ce point de vue-là. On retourne justement au ministère de la Justice avec vous, Alexandre Poussard, avec Cécile Gallien de l'AMF. On va voir justement quel rôle les élus ont pu jouer dans l'organisation de ce grand débat. Oui, Cécile Gallien, en tant que représentante d'une association d'élus, qu'avez-vous pensé de ce grand débat thématique sur la démocratie? L'important, c'est qu'on fasse entendre notre voix. Donc cet après-midi est intéressant parce que nous nous sommes retrouvés associations d'élus, de maires, de départements urbains, ruraux, à l'écoute aussi et en adéquation avec les associations qui étaient là présentes, qui représentaient les jeunes et différents citoyens de France. Il y a une vraie rencontre. Vous pensez que les associations d'élus sont un peu fermées sur le monde associatif? Pas du tout. On vit avec les associations. Moi, je suis maire d'une commune de 1450 habitants. La vraie vie, je la connais. Les gens viennent me voir pour des quantités de demandes. On sert de guichet unique pour beaucoup de choses. Et alors, est-ce qu'en une journée, en quelques heures, on peut arriver à des solutions dans ce débat? On a trouvé un accord par exemple, sur le thème de la complémentarité au niveau des territoires. On souhaite tous, que ce soit les maires, les départements ou les régions, travailler en subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut réaliser les compétences, c'est-à-dire des actions publiques au bon niveau. Et quand vous êtes dans un territoire rural, un département avec 220 000 habitants, c'est comme si vous vous retrouviez dans une grande ville de 220 000 habitants. Eh bien, parfois c'est le département qui doit gérer la chose, parfois c'est la commune, parfois c'est l'intercommunalité. Donc ce droit à la différenciation, ce droit à l'expérimentation, il faut maintenant qu'on le mette en place. Ça veut dire qu'il faut qu'on modifie quand même un peu la loi NOTRe. Et le gouvernement a déjà prévu ce droit à la différenciation et il a même annoncé que la loi NOTRe allait être modifiée.
nous sommes prêts à y travailler. Nous souhaitons aussi, comme on le dit, un nouvel acte de la décentralisation, ce qui s'accompagnera aussi par le changement, je pense, des missions des préfets plus facilitateurs auprès des élus dynamiques. Finalement, les élus, ils ont été bien consultés dans ce grand débat par le président de la République, avec plein d'annonces au niveau territorial. Oui, en tout cas, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à revoir en matière de compétences, de gouvernance et de bon niveau et de liberté aussi. Très bien. Merci beaucoup, Cécile Gallien, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Ça vous fait réagir, le rôle des élus Patrick Caner et Sophie Primas, à ce qu'on vient d'entendre Oui, je pense que Sophie Primas ne dira pas le contraire. Nous sommes des élus locaux aussi depuis longtemps. Le président Macron, qui n'a pas cette culture, et ce n'est pas un reproche, ce n'est qu'un constat, a redécouvert, et c'est tant mieux, les élus et peut-être les corps intermédiaires, mais après 18 mois de maltraitance, si vous me permettez l'expression. Et donc là, le doute existe et on le voit bien dans la réaction de cet élu il y a quelques instants. Et la culture de M. Macron, très jacobine finalement, de par sa formation, de par son expérience personnelle. Il a connu le pouvoir immédiatement à l'Élysée. D'abord comme collaborateur, puis après comme ministre et aujourd'hui comme président de la République. Donc c'est un parcours tout à fait extraordinaire. Donc si le grand débat a permis de faire remonter auprès du président de la République une forme d'humilité, si vous me permettez l'expression, sur ces questions, c'est tant mieux. Néanmoins, il n'en reste pas moins vrai qu'il a un projet, qu'il a un programme et que la dérégulation qu'il a montrée depuis le début du quinquennat est déjà bien ancrée dans les esprits. Donc saura-t-il résister aux pressions qui ont pu être les siennes jusqu'à présent? Nous le verrons bien. Encore une fois, je reviens à ce propos de tout à l'heure, c'est quelle solution pour sortir du grand débat par le haut? Moi, je crois qu'une des solutions de sortie du grand débat, je le disais tout à l'instant, c'est un acte fort de décentralisation. Donc, pour faire un acte fort de décentralisation, ça, le gouvernement est plutôt favorable. Il va falloir, enfin c'est nouveau, c'est assez nouveau, il va falloir quand même qu'il s'appuie sur les élus locaux, qu'ils soient des maires, qu'ils soient des conseillers départementaux, qu'ils soient des conseillers régionaux. Donc, on ne sortira pas de cette crise sans un retour à la proximité entre le pouvoir exécutif et les citoyens. Mais c'est mal parti. Pardonnez-moi de le dire, parce qu'aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, on examine un projet de loi sur l'Agence nationale de cohésion des territoires, et il y a des amendements qui viennent d'enlever la majorité de cette agence aux élus locaux. Voilà. Donc les signes sont absolument contraires à la réalité de ce qui ressort aujourd'hui du grand débat, qui est un besoin de s'exprimer au travers de la proximité avec les élus, que ce soit des élus locaux ou des élus nationaux. Alors avant de continuer ce débat, une dernière réaction avec vous, Alexandre Poussard, puisque justement les membres des corps intermédiaires commencent à sortir de cette première conférence thématique, et vous êtes avec Marie-Lise Léon de la CFDT. C'est à vous, Alexandre. Oui, Marie-Lise Léon, est-ce que vous êtes satisfaite par cette conférence nationale thématique sur la démocratie ? Bonjour, oui, effectivement, c'est une journée très intéressante avec une occasion un peu inédite de débattre de façon très libre entre les organisations syndicales, patronales et associatives. Donc c'est positif pour le moment, oui. Est-ce que la CFDT a été, et les syndicats de manière générale, ont été suffisamment consultés dans ce grand débat et dans cette crise des Gilets jaunes ? Alors, il y a eu un certain nombre de rencontres avec le gouvernement. Nous, l'idée a été de trouver notre juste place dans la période et puis de peser sur les pistes de sortie. L'idée que l'on a à la CFDT, c'est qu'il y ait bien une co-construction des solutions, donc qui est à la fois des conférences thématiques régionales. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, en ce qui concerne la CFDT, on a, nous, organisé des débats avec des adhérents, des militants, des citoyens. Donc, on a pris notre part sans être les organisateurs de cet ensemble de grands débats. Là où on est très attendu, et surtout le gouvernement, c'est quelles seront les sorties ou les pistes de sortie qu'il pourra donner. Est-ce que vous pensez que vous allez être écouté dans les pistes de sortie de ce grand débat ? Alors nous, on a fait un certain nombre de propositions, la CFDT, et puis dans le cadre du pacte social et écologique que l'on a présenté la semaine dernière. On a 66 propositions en débat, on en a traité un certain nombre ici aujourd'hui, et puis on continuera de le faire, et puis on espère que d'ici le 15 avril, on sera entendu.
Très bien, merci beaucoup Marie-Lise Léon d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre. Alors comment sortir du grand débat? Justement, on en parlait, la question n'est toujours pas tranchée par l'exécutif qui promet toute une palette de réponses et qui n'écarte pas l'idée de prolonger cet exercice démocratique inédit, une sorte de campagne permanente. Sandra Cerquera. Plus d'1 million de contributions à ce jour, 334 000 propositions. Le grand débat s'achève en théorie cette semaine, mais Emmanuel Macron veut jouer les prolongations. Il va continuer ses visites en région et prendra la parole en avril. Déclinera ensuite ses propositions jusqu'à l'été. En parallèle, les conférences nationales thématiques se poursuivent, ainsi que les conférences citoyennes régionales, avec des citoyens tirés au sort. Des débats sont également prévus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sébastien Lecornu, co-animateur du débat, assure que les réponses apportées seront concrètes. Si les questions du président de la République étaient précises dans son adresse et dans son courrier aux Français au mois de janvier, les réponses seront donc précises. Ne cherchons pas à précipiter la fin du débat et inversement, ne cherchons pas non plus à nous faire un procès d'intention comme quoi on chercherait à noyer quelconque poisson. Il faut prendre juste le temps de sortir de ce débat. Est-ce qu'il y aura ou non un référendum? Ce n'est pas encore tranché. Pour le secrétaire d'État Mounir Majoubi, il y aura de toute façon un avant et un après grand débat. Il a changé quelque chose dans la façon de fonctionner de la démocratie française. On a vu qu'on pouvait faire participer plus d'1 million de Français à un débat sur des questions parfois très complexes. Eh bien ça, et ça fait partie des propositions que je fais, mais que beaucoup d'autres font, il va falloir que cette façon d'impliquer les Français, elle soit la nouvelle norme de la Ve République, la nouvelle norme de notre démocratie. Une sorte de grand débat permanent, l'opposition n'en veut pas. Selon Philippe Dallier, le gouvernement est là avant tout pour agir. Nous sommes bientôt à la fin de la 2e année du quinquennat. Il faut quand même se souvenir de cela. Et le gouvernement est en train de se demander quelle politique il va conduire. Alors on sait que tout cela vient effectivement des erreurs qui ont été commises depuis juin 2017. Et maintenant on essaye de les corriger. Mais ceci étant dit, il ne faut pas oublier la situation dans laquelle se trouve ce pays, la nécessité de le réformer. C'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, montrer qu'il est capable d'évoluer sur certains dossiers sans pour autant se renier. Des mesures fortes, avec un virage à gauche réclamé par certains, le tout sans être trop déceptif. Nicolas Tenzer, c'est un risque pour le gouvernement, cette tentation du débat permanent? C'est à la fois un risque et une opportunité. C'est un risque parce que si on n'arrête pas de débattre et qu'à un moment on ne décide pas, on n'agit pas, on ne réforme pas, on n'avance pas. Mais ensuite, je pense qu'il y a une méthode qui est très importante. Et cette méthode, je crois qu'elle doit imprégner aussi l'administration publique. Vous saviez, vous aviez un organisme dans le temps, j'y étais il y a très longtemps chef de service, qui s'appelait le Commissariat Général du Plan. Et là, on avait quand même régulièrement des réunions avec l'ensemble des partenaires sociaux, parfois des réunions d'ailleurs fermées. Moi, je recevais dans mon bureau régulièrement les leaders des organisations syndicales, des élus aussi de tendances différentes, des ONG, des experts français, mais aussi étrangers. Et l'administration, on essayait d'impulser le changement. Souvent, les administrations n'écoutent pas ce que disent les gens, ne se rendent pas compte parce qu'elles n'ont pas de retour du terrain. Et je pense qu'il faut vraiment que cette nouvelle méthode, finalement, infuse dans le corps social administratif. Et je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas arrêter le grand débat, même si à un moment, il faudra trancher, décider, bien sûr. Arrêter, ne pas arrêter, Denis Barranger, quelle est l'option préférable pour... Je ne sais pas quelle option préférable. On a un danger qui est tombé dans le spectacle démocratique permanent. Et ça, si vous voulez, c'est le gouvernement d'opinion 2.0. On peut se permettre d'être un petit peu dubitatif. Maintenant, on a concentré notre discussion sur ce qu'on attend de Macron et de l'exécutif. Je pense aussi que la réponse, elle peut et elle doit venir d'ailleurs. Elle doit venir des oppositions qui sont un petit peu atones pour le moment. Elle vient déjà des syndicats. On parle beaucoup de Laurent Berger comme du premier opposant. C'est assez vrai, même s'il le nie, les syndicats ont un grand rôle à jouer dans une situation comme la situation présente, parce que ce sont des corps intermédiaires. Je pense aussi que quand on nous dit qu'il y a 1,4 million de manifestations d'expression qui se sont faites, c'est à comparer aux 2 millions sur change.org, sur la pétition sur le climat. Il faut voir aussi que maintenant, les jeunes, ils ne vont pas dans les grands débats, ils vont directement sur les plateformes. Donc tout ça va avoir lieu et peut-être que la réponse, elle viendra aussi de la société civile. Patrick Caner, de la société civile. Je pense en résumé que l'état de l'opinion n'est pas automatiquement l'état de droit et qu'il faut une maturation dans le temps et dans l'espace. On a créé beaucoup d'espoir au travers du grand débat qui est un succès populaire. Personne ne peut le nier.
Mais la responsabilité aujourd'hui de l'exécutif qui a initié cette démarche est de transformer une aspiration en réalité positive. Et c'est ça, aujourd'hui, ce qui attend Emmanuel Macron. J'étais président du Conseil général du Nord. Tous les ans, à l'époque où il y avait un peu de démocratie participative dans ce département, eh bien, nous bâtissions une délibération cadre sur un grand sujet de société intéressant les nordistes à partir d'un débat, mais avec tous les éléments. C'est-à-dire si celui qui participe à un débat n'a pas d'information, ne connaît pas le droit, ne connaît pas d'expertise, on peut tomber dans la démagogie. Et parfois, on a eu des débats, en tout cas auxquels j'ai participé, qui me semblaient plutôt liés à de la démagogie qu'à de véritables consultations. Sophie Primas, il faut garder malgré tout cette méthode de grand débat, de concertation, nous associer les citoyens à la décision. Mais c'est ce qu'on fait dans les communes régulièrement. Enfin, dans chacune des communes que je connais, il y a des débats citoyens sur l'avenir de la rue des Rosiers ou l'avenir du quartier ou l'avenir de tel ou tel projet. Donc ça se fait véritablement dans les communes. Et puis maintenant, l'exécutif, il est venu le temps de décider. Parce que comme le disait Philippe Dallier tout à fait ce matin, un quinquennat, c'est vite passé. Le Parlement a besoin de temps pour légiférer de façon correcte. Nous avons besoin de temps. Le meilleur exemple que j'ai en tête, alors c'est pas parce que ça concernait ma commission, mais on a, avec le président Larcher et le président Macron, l'accord des deux présidents fait à la conférence du consensus sur le logement. Donc on a ouvert une plateforme de participation qui a eu beaucoup de contributions. On a travaillé sur ces contributions. Ça a duré 1 an avant qu'on puisse mettre en place la loi et qu'on puisse la voter. Donc il faut du temps pour légiférer, il faut du temps pour écouter, mais il faut du temps pour décider. Et un quinquennat, c'est vite passé. Donc il faut absolument maintenant qu'on soit dans le temps de l'action. Eh bien, merci à vous Sophie Primas, merci Patrick Kanner, merci Nicolas Tenzer, merci Denis Barranger d'être venu sur ce plateau. On parlait des jeunes et justement le gouvernement, on l'a appris, veut remettre les questions environnementales au cœur du débat. Il proposera dès vendredi, par la voix de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, des débats sur le climat dans les lycées. Alizé-Boisson. Entre le débat ou la grève, les lycéens auront le choix. 2 heures de débat organisées vendredi en fin de journée dans tous les lycées. C'est l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lundi matin. Vendredi prochain, de 16h à 18h, il y aura dans tous les lycées de France l'organisation de débats sur l'environnement. Donc il s'agit non seulement de manifester l'importance de ce sujet, dont nous savons tous qu'elle est décisive, mais en plus de travailler à des choses concrètes. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Les débats seront organisés le jour de la grève mondiale des élèves pour le climat. Des centaines de jeunes Français ont jusqu'ici manifesté plusieurs vendredis d'affilée. Des grèves scolaires, à l'initiative de l'adolescente suédoise Greta Thunberg, figure du mouvement. Leur objectif ? Réclamer des actions contre le changement climatique. Du côté des syndicats étudiants, l'annonce du ministre provoque l'interrogation. Qu'est-ce que ça va être ? On va être dans une salle et on va discuter entre nous. Le 15 mars, on l'a préparé, on a déjà discuté entre nous, on est déjà tous conscients des enjeux. Si jamais on sort dans la rue, c'est pas seulement pour dire vive le climat, on est surtout là pour que les gouvernements nous entendent. Nous, on veut plus discuter entre nous, on veut discuter avec eux. Maintenant, il faut que l'exécutif y prenne ses responsabilités, qu'il reçoive les jeunes, qu'il reçoive les organisations représentatives des jeunes et surtout qu'il nous écoute sur le climat. Pour le gouvernement, il s'agit de travailler sur des projets concrets venant des jeunes. Ainsi, le 5 avril, le Conseil national de la vie lycéenne sera invité par Jean-Michel Blanquer pour faire remonter les propositions des lycéens. Et on retourne devant cette annexe du ministère de la Justice qui accueillait aujourd'hui cette première conférence thématique nationale sur la citoyenneté. Avec vous, Alexandre Poussard, à vos côtés, Théo Dussour, membre du syndicat étudiant Lafage. Oui, Théo Dussour, quel message avez-vous porté durant ce grand débat thématique sur la démocratie ? Alors aujourd'hui, Lafage, on est venu pour déjà impliquer de manière plus importante les jeunes dans les politiques publiques, notamment au travers du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, et des Césaires, donc c'est les mêmes chambres mais dans les régions. Donc ce qu'on portait, c'était par exemple d'avoir des échantillons de citoyens qui sont tirés au sort, avec y compris des jeunes, et la création systématique dans les Césaires de groupes d'organisations de jeunesse. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont mal représentés dans ces chambres qui représentent la société civile ? Donc, en effet, on est une toute petite minorité par rapport justement au grand nombre d'acteurs qui sont représentés au sein de CESE et de ces Césaires. Après, c'est très important de pouvoir garder un échantillon le plus représentatif de la société civile. C'est l'essence même de la chambre dont on parle. Et quelles propositions concrètes ces jeunes, ces étudiants ont à apporter de manière supplémentaire ? Par exemple, attendez, j'ai un petit trou.
Je vous donne un exemple très précis que j'ai eu l'occasion de porter dans mon groupe de travail aujourd'hui sur l'engagement, sur la valorisation de l'engagement citoyen. C'était le compte personnel d'engagement, le compte d'engagement citoyen qui capitalise des heures en fonction de son engagement citoyen. Ça permet par exemple à un jeune qui s'est engagé dans une association de pouvoir retourner en formation, capitaliser des heures pour pouvoir financer sa formation un peu plus tard au courant de sa vie. Donc on aborde ici des questions de formation tout au long de la vie, c'est capital et voilà. Est-ce que selon vous les jeunes, les étudiants ont pu s'exprimer durant ce grand débat ? Oui, alors il y a eu beaucoup de voix de participation à ce grand débat, que ce soit les cahiers de doléances dans les mairies, que ce soit les séances organisées par des associations ou directement les pouvoirs publics. Donc les jeunes ont eu la possibilité de le faire. Après, est-ce que les jeunes l'ont fait ? On a eu un champ du grand débat qui était axé exclusivement sur la jeunesse. Donc oui, les jeunes ont pu s'exprimer. Et puis on est aussi là, ici aujourd'hui, nous les corps intermédiaires, les représentants de la jeunesse, pour les représenter et exprimer leur avis. Très bien. Merci beaucoup Théo Dussour d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces réactions. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron prend les devants face aux critiques suscitées par la proposition de loi anti-casseurs qui doit être adoptée définitivement demain par le Parlement après un ultime vote du Sénat. Le chef de l'État va saisir le Conseil constitutionnel sur les articles concernant l'interdiction de manifester, la dissimulation du visage, mais aussi les fouilles, des dispositions qui avaient occasionné un début de front de la part des députés En Marche. Je vous rappelle qu'ils n'avaient pas voté le texte. Écoutez, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, c'était ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Le président de la République a conclu son propos introductif en soulignant le fait que le Sénat semblait s'orienter vers un vote conforme sur le texte sur le droit à manifester, le texte autrement appelé dans nos débats la loi anti-casseurs. Et le président de la République a donc informé le gouvernement de son intention de saisir le Conseil constitutionnel, en particulier sur 3 articles de ce texte. L'article 2, sur la possibilité de procéder à des fouilles, l'article 3, sur les restrictions à manifester, et l'article 6, sur la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage. Il a donc informé le gouvernement de son souhait de saisir le Conseil constitutionnel. Il est ainsi pleinement dans son rôle de garant des libertés publiques dans notre pays. Et pourtant, le Sénat avait choisi l'efficacité en décidant d'adopter conforme, notamment en commission, cette proposition de loi anti-casseurs, malgré, on le sait, des incertitudes sur sa constitutionnalité et les inquiétudes générées par certains articles, dont l'article 2. Marie Brémond. Ce serait donc le choix de la raison. La commission des lois du Sénat a voté sans aucun changement le texte revenu de l'Assemblée nationale concernant la loi dite anti-casseurs. Un choix de la raison lié au contexte, mais aussi un choix politique, car cela évite une nouvelle navette parlementaire et donc une seconde lecture. Choix politique, certes, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations pour lesquelles nous n'avons pas de réponse immédiate, et je pense qu'un volet préventif pour appréhender au plus tôt l'ensemble de ceux qu'on appelle les casseurs communément, et plus particulièrement les meneurs, puisque c'est l'objectif de ce texte, avant une manifestation me semble cohérent, et surtout très important de le mettre en œuvre rapidement et donner aux forces de l'ordre les moyens de le faire. Il n'est donc plus possible d'amender le texte, même si ici, nombreux estiment que la version de l'Assemblée nationale est moins bonne que le texte initial, car jugé plus liberticide. En cause notamment l'article 2, qui permet au préfet de délivrer une interdiction de manifester durant 1 mois et sur l'ensemble du territoire. On peut avoir peur que ce soit une atteinte à la liberté, ou on peut, comme d'autres, se résigner à penser que notre démocratie doit aujourd'hui adopter des textes de cette nature. Si la sénatrice centriste a, elle, choisi de voter sans enthousiasme pour ce texte, les socialistes s'y opposent et attendent maintenant une décision du Conseil constitutionnel. Ce texte présente une constitutionnalité douteuse. Donc on attend que le Conseil constitutionnel nous dise si c'est effectivement une loi anti-casseurs ou si c'est une loi anti-manifestants. Une éventuelle censure constitutionnelle qui sonnerait comme un pied de nez à l'exécutif. Et on ouvre
ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Grosdidier, bonsoir, merci d'être avec nous. Sénateur LR de la Moselle, membre de la commission des lois. Face à vous, Jean-Luc Fichet, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur socialiste du Finistère, vous êtes également membre de cette commission des lois. Et puis Stanislas Godon est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. Et Maître Borg, bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Lille et vous êtes responsable de la commission droit public du syndicat des avocats de France. Merci d'être sur ce plateau. François Grosdidier, coup de théâtre avec cette annonce par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État va donc saisir le Conseil constitutionnel sur 3 articles de cette proposition de loi. Comment réagissez-vous ? Écoutez, on ne sait vraiment pas où le président et le gouvernement veulent aller. Nous, on a fait une proposition. Alors déjà, par rapport au texte initial, la commission des lois l'avait modifié, notamment pour garantir sa constitutionnalité. La constitutionnalité, on n'en est jamais sûr avant que le Conseil constitutionnel se prononce. C'est comme n'importe quelle juridiction, même si c'est la plus haute. Donc il y a toujours une possibilité de surprise et parfois même des renversements, des évolutions de jurisprudence. Bon, le processus législatif, c'est que le Parlement, vote et qu'avant la promulgation, le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité. Donc là, on pensait que notre texte était même meilleur que celui de l'Assemblée nationale, que celui de l'Assemblée nationale présente des faiblesses à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan constitutionnel. Mais vous avez accepté de voter mais comme on n'a aucun problème d'ego ou de susceptibilité au Sénat, eh bien on a décidé effectivement un vote conforme parce que on a besoin de répondre aux exactions qui seront produites souvent par des pseudo-manifestants récurrents qui viennent en fait détourner les manifestations de leur sens pour commettre des violences. Donc il y a une réponse immédiate qui doit être apportée. Je suis surpris de l'intervention du président à l'intérieur du processus législatif. Pour moi, il est... Et même à l'intérieur de sa propre majorité. C'est parce qu'il y a des états d'âme dans le groupe LREM à l'Assemblée nationale que pour les rassurer, ils décident de saisir avant que ça revienne à l'Assemblée le Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment un jeu de politique interne à l'intérieur du groupe et quelque part le président qui s'ingère dans le processus législatif alors qu'il intervient à la promulgation après saisine du Conseil par un groupe parlementaire. Vous êtes aussi surpris, même si on sait que les socialistes allaient également saisir le Conseil constitutionnel. Il y avait beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations sur cette dimension. Notre intention est effectivement, elle est toujours d'ailleurs de saisir le Conseil constitutionnel. Alors c'est vrai que là, c'est un petit peu le coup de pied de l'âne, puisque on se retrouve dans une situation où la majorité sénatoriale donc propose un vote conforme suite aux débats qui auront lieu demain, ce qui met complètement en difficulté le président de la République par rapport à ce qu'il avait pu initier au départ, c'est-à-dire voilà, on crée un premier débat à l'Assemblée nationale, ça vient au Sénat qui l'amende, qui l'enrichit, et du coup ça revient à l'Assemblée nationale qui parfait le jeu en disant voilà ce que l'on souhaitait, et puis c'est conforme à ce que l'on souhaite. Là, ce n'est pas le cas. Le vote conforme demain arrête tout. C'est-à-dire que la loi va être promulguée dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Donc, le président de la République, pour répondre à sa majorité qui est instable, il ne faut pas oublier qu'il y a 50 députés qui ne l'ont pas voté à l'Assemblée nationale, se trouve dans une situation où il est coincé, comme ça lui arrive d'ailleurs de plus en plus souvent, malheureusement pour nous. Et il fait quoi ? Il saisit le Conseil constitutionnel à son initiative. Et on apprend cela ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Donc, tout ça, ça crée un vrai flou, ça perturbe et ça occulte la vraie question de la loi anti-casseurs, qui est une vraie préoccupation, parce que si cette loi passe, elle est effectivement liberticide, elle est effectivement très inquiétante. Florian Borg, on sait qu'il y a eu beaucoup de réticences, notamment de la part des avocats. Vous êtes plutôt rassuré, vous, par cette saisine du Conseil constitutionnel ? Pas nécessairement, parce que le Conseil constitutionnel, d'abord, il y a une nouvelle composition, donc on ne connaît pas son orientation, même si tout ça est dans le secret. Donc 3 membres, justement, prennent leur fonction aujourd'hui. Et puis, on a parfois des bonnes surprises avec le Conseil constitutionnel, mais pas systématiquement, puisque nous-mêmes, on va de plus en plus devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est, en tout cas, qui rappelle souvent la France à l'ordre sur ces principes-là. Alors, moi, ce que j'aimerais dire au Conseil constitutionnel, c'est qu'il regarde les principes qui sont issus de 1881, liberté d'expression, liberté de réunion, augmenté en 1935, c'est quand même vieux tout ça. Et tout ça est intégré donc par la liberté de manifestation, tout ça est intégré aujourd'hui dans le bloc de constitutionnalité, du moins on l'espère, qui s'en saisissent pour dire attention, là, vous touchez à un élément fondamental de la République, de la Ve République, mais des principes républicains.
et qu'il se prononce et qu'il rejette. Alors il y a plusieurs éléments sur lesquels il pourrait rejeter les éléments les textes de cette proposition de loi pour le moment, qui font que c'est potentiellement instable, mais c'est surtout très dangereux pour la démocratie. Pas seulement pour les libertés, pour le débat démocratique aussi. Stanislas Godon, on a entendu le sénateur LR, Roger Karoutchi, dire s'il n'y a plus l'article 2, l'article 3, l'article 6, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à jouer à la marelle, je le cite tout à l'heure sur notre antenne. Et effectivement, si on vide la proposition de loi de sa substance, on va priver les policiers notamment d'outils. Alors après, j'entends une loi liberticide à l'encontre de qui? À l'encontre, je lis, des personnes qui provoquent des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que des dommages importants aux biens, ou par la commission d'actes violents, ou une menace d'une particulière gravité d'ordre public. Je ne crois pas que c'est l'ADN des manifestants, je dirais pacifiques, que l'on rencontre la plupart du temps. Là, on parle réellement des individus qui veulent en découdre et qui s'attaquent aux policiers. Le but qu'il ne faudrait pas perdre, c'est le but de donner des outils juridiques et opérationnels aux policiers afin de neutraliser notamment ces individus qui polluent l'espace de revendication contestataire, parce que la contestation ne doit pas donner lieu à l'insurrection, comme on a pu le voir notamment le 1er décembre. C'est-à-dire que si on vote cette loi, Stanislas Godon, on n'a plus ces manifestations violentes des Gilets jaunes? Ça vous donne les outils pour les empêcher? Ça nous donne quelques outils. Je ne dis pas que ça résoudra tout, mais en tout cas, ça nous en donnera quelques-uns. Parce que ce qu'il faut quand même redire ici, notamment sur votre plateau, c'est que on parle de l'administratif et du judiciaire. Mais c'est un échec du judiciaire. Vous savez combien il y a eu d'interdictions, de peines complémentaires prononcées en 20 ans de temps pour des manifestants violents? 32 en 20 ans. 32 en 20 ans. C'est vous dire si effectivement les individus qu'on a interpellés, nous, qu'on a mis à disposition de la justice, se sont retrouvés la semaine d'après exactement dans les mêmes prérogatives et ont pu commettre les mêmes exactions. Mais le droit de manifester aujourd'hui, il n'est pas menacé par le pouvoir, qui d'ailleurs laisse manifester des manifestants qui sont plus dans l'attroupement que dans la manifestation au sens de la loi, et qui laisse faire dès lors qu'il n'y a pas de violence. Le problème, ce sont ces violences récurrentes, c'est eux qui dénaturent aujourd'hui les manifestations, même qui empêchent les Gilets jaunes. Et ça ne remonte pas aux Gilets jaunes, puisque notre initiative législative était largement antérieure, parce qu'avec Notre-Dame-de-Lande, avec le 1er mai, on voyait bien que ce mouvement était récurrent. Alors on ne fait rien, on l'arrête, on se dit qu'on fait comme au début du XXe siècle, ces premières lois sous la Troisième République qui ont autorisé des manifestations qui étaient totalement interdites. On est sur un phénomène nouveau. Comme ça a été rappelé, il s'agit bien d'empêcher de manifester ce dont il est établi qu'ils viennent pour casser. Enfin, quand on a des individus dont on sait qu'ils font des entraînements à la guérilla urbaine et qui se pointent aux manifs, enfin, on laisse faire. Ouais. Comment on définit l'intention? C'est l'enjeu, justement. Je pense qu'effectivement, il faut dénoncer le comportement des manifestants qui viennent avec des boulons, avec des boules de pétanque, etc. Il faut l'empêcher. Et bien évidemment, il faut l'empêcher, parce que le droit de manifester, ce n'est pas cela. Mais pour autant, je crois quand même que la question qui se pose vis-à-vis des forces de sécurité, c'est la question des effectifs. N'oublions pas que les effectifs ont été réduits, ne serait-ce qu'à la période de Nicolas Sarkozy, dans le cadre de la RGPP. Il y avait beaucoup moins de manifestations, plus pacifiques, les forces mobiles étaient moins sollicitées. Ils ont été réduits considérablement. Se pose la question de la formation. Et on a bien vu que la formation aujourd'hui... Vous pouvez avoir 100 000 policiers en plus, s'ils n'ont pas de droit, ils ne peuvent rien faire. Totalement absente, et malheureusement dans l'usage de matériel LBD, etc., pour lesquels il faut quand même avoir un minimum d'appréciation et de formation pour utiliser ce type d'outils. Jean-Luc Fichet, on a dit que cette loi était liberticide parce qu'elle justement menace la liberté de manifester. C'est pas du tout l'avis exprimé par François Grosdidier à l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, tout d'un coup, il y a un juge administratif qui va décider qu'un tel, toute une série de personnes n'auront pas le droit, juge administratif, n'auront pas le droit de venir manifester en s'appuyant sur des informations ou sur des faits. C'est le préfet qui décide. C'est le préfet qui décide. Sous le contrôle du juge administratif. Et donc, on voit bien effectivement le débordement qu'il peut y avoir de fait de cette disposition. Pourquoi on ne laisse pas la décision au judiciaire telle qu'elle l'était initialement? Alors bien évidemment qu'il faut aller plus loin, parce que la question qui se pose, c'est la question du contact. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre des manifestations, il faut éviter le contact, mais on a aussi le moyen pour cela de prendre d'autres mesures, de regarder s'il n'y a pas d'autres moyens. Alors on va donner la parole à Maître Borg. Parce que moi je suis même inquiet d'entendre qu'on me dise du côté de la police, le pouvoir judiciaire est en échec, en faillite ou je ne sais quoi d'ailleurs, donc il faut donner le pouvoir à la police. Mais alors là on a complètement... Non,
C'est ce qui a été dit en face. C'est ce qui a été dit en face. Donc il faut qu'on nous donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est un pouvoir. Le préfet, c'est un pouvoir de police. Donc on donne les moyens au pouvoir de police. Contrôle du juge administratif. On donne les... Le contrôle a posteriori, arrêtons de transformer les choses, c'est le contrôle a posteriori. Absolument. Pour avoir défendu un certain nombre de personnes qui étaient assignées à résidence sur la base de mise en cause du fichier de police en disant lui il a été mis en cause dans tel. Et quand on grattait le fichier, qu'est-ce qu'on regardait? Il avait été même pas mis en garde à vue, mais il se trouvait dans une altercation entre deux personnes. Rien n'était retenu contre lui. Le texte de loi tel qu'il est écrit permet ça aujourd'hui. On dit des agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique et constitue une menace. Sur quelle base? Des condamnations? Non. Éventuellement des condamnations en première instance sans avoir d'appel, donc sans même avoir le respect de la présomption d'innocence. Donc si on est dans un pays, on donne aux forces de police le pouvoir d'empêcher les manifestations sans respect de la présomption d'innocence, sans respect du pouvoir judiciaire, oui, les risques qui sont pointés sont très graves. Et je trouve qu'on est vraiment en plein dérapage sur ce qui est en train de se passer en France, puisque là-dedans, vous n'avez plus les moyens de la défense d'une personne qui serait mise en cause, justement ou injustement. La défense disparaît. Oui. Alors je crois que c'est... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous vous cantonnez à vraiment vouloir, je dirais, supprimer des pouvoirs, notamment à la police. Mais justement, c'est bien parce que vous les avez déjà, les pouvoirs. C'est ce que vous mais venez pas de dire. du tout. Mais on n'a pas de pouvoir. Allez-y, la preuve, je vous avez déjà la possibilité d'interdire des manifestations. Écoutez-moi, je vous donne un exemple. Il ne s'agit pas d'interdire la manif, mais les casseurs. Chacun va pouvoir s'exprimer. On laisse la parole à Stanislas Godon. Sont condamnés pour des violences, mais qu'ils n'ont pas l'interdiction, la peine complémentaire que vous connaissez, je pense que vous la connaissez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons des réquises procureurs et que nous contrôlons des individus aux abords des manifestations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous n'avons aucun pouvoir sur ces individus-là. Donc ça veut dire que ces individus peuvent pénétrer de nouveau dans les manifestations. Des réquisitions du procureur, j'espère bien, c'est pas une condamnation, une réquisition du procureur. Les réquisitions pour les contrôles d'identité, vous connaissez quand même. Les réquisitions procureur sur quoi? Sur une interdiction de manifestation? Les réquisitions... Soyez précis dans les termes juridiques. Les 78.2-3 pour les contrôles d'identité qui sont faits aux abords des manifestations, pour notamment la détection des objets dangereux qui peuvent servir. Retirer de la loi les objets dangereux. Donc il faut savoir... Oui, non, mais je parle pas de... Je vous parle des réquisitions procureurs. Je vous parle du 78.2-3. Donc là, vous allez enlever aux policiers la possibilité notamment d'interpeller ces individus qui vont de nouveau infiltrer les manifestations et de nouveau commettre des exactions. On enlève alors que c'est pas encore... Non mais complètement incohérent. Non mais attendez, c'est surréaliste parce que vous postulez de ce que les préfets vont systématiquement abuser du droit pour interdire d'honnêtes manifestants ou des gens de conviction. Mais non, mais attendez, pourquoi voulez-vous vous installer dans l'idée que c'est un abus de droit? Deuxièmement, si effectivement, dans un cas sur 10 ou un cas sur 100, eh bien l'interdiction n'était pas fondée parce que effectivement le manifestant n'était pas aussi dangereux qu'on le prétendait. Attendez, le préjudice est comme pas irrémédiable, c'est pas une expulsion du territoire, c'est effectivement on aurait pu interdire. Non mais attendez, on aurait pu interdire un moment par non mais attendez, dans un cas sur 10 ou un cas sur 100, mais vous partez du principe que dès lors qu'on établit une règle de droit, ça va donner lieu à un abus de droit. Et je suis désolé, et le juge administratif est aussi fondé, toute sa jurisprudence s'exerce aussi au regard des droits fondamentaux. Et le problème, c'est que vous aujourd'hui, l'un et l'autre, contestez en fait un dispositif, mais n'en proposez aucun autre. Alors, Jean-Luc Fichet, les propositions... Oui, c'est pas votre travail, peut-être, mais nous, c'est le nôtre. Le nôtre, c'est de ne plus permettre ce qui se passe aujourd'hui. Les solutions alternatives des socialistes. C'est pas la peine de crier. Et je conclue, contrairement à ce que vous avez dit, qu'il ne s'agit pas justement, parce qu'il y a menace d'interdire une manifestation. On ne veut pas les interdire. François Grosdidier, la réponse de Jean-Luc Fichet. Pendant le temps des manifestations, les forces de police n'ont pas le droit de procéder à des arrestations. D'ailleurs, s'ils avaient le droit, c'est complètement impossible, sauf en flagrant délit. Et il se trouve qu'une des demandes qui était formulée l'autre jour dans l'audition qu'on a eue auprès des syndicats, c'était de dire, par contre, ce que l'on souhaiterait, c'est que dès le lendemain, l'ensemble des manifestants qui ont été identifiés, qui sont vus à la télévision, fassent l'objet d'une convocation ou d'une arrestation dès le lendemain, qu'ils soient visités chez eux et que des décisions soient prises. Et je pense que là, effectivement, ce serait déjà un premier acte très important pour signifier aux gens que leur comportement n'est pas acceptable. Parce qu'il ne s'agit pas d'accepter que des manifestants aient des agressions vis-à-vis des forces de police qui, eux, ne sont pas là pour recevoir des billes, des machins, etc. Et donc, l'empêcher. Ça, c'était une disposition. C'est ce qui est fait actuellement. Non, mais c'est ce qui est fait. Écoutez, les syndicats de police nous ont dit l'autre jour, et vous étiez présent à l'audition, nous ont dit notre souhait, c'est que le lendemain, il y ait des actions qui soient posées, etc. Oui. Donc, on est là dans l'empêcher. On est tous d'accord pour condamner. Le problème, c'est que vous ne proposez rien pour l'empêcher. Avec des réponses pénales, rappelez-vous ce qu'on a dit. Avec des réponses pénales, et notamment des interdictions de manifester. Et si
elles peuvent aller jusqu'à 3 ans, c'est très bien, parce qu'au moins, pendant 3 ans, on sera tranquille. Et ces individus que l'on voit d'ailleurs sur l'écran, on ne les reverra pas pendant 3 ans lors des manifestations. Ils ont été condamnés, vous êtes sûr qu'ils sont en violence ou pas, ceux-là? Enfin, je sais pas, vous, sur une image comme ça, vous condamnez, vous? Qu'on voit sur l'écran. Qu'est-ce que vous savez de ces individus? Je crois que c'est comme ça que vous travaillez? Je crois que vous n'avez effectivement pas la réalité du terrain. Je vous invite à pensez que j'ai pas la réalité du terrain? rencontrer des... Vous pensez que j'ai pas la réalité du terrain? La photo qu'on voit derrière pose aussi la question. Il y a le rôle de l'observateur. Maintenant, vous pouvez venir... C'est les communistes, les Palestiniens, les antifas, c'est lesquels dont vous parlez sur les drapeaux? C'est vrai que ce sont les mêmes individus. C'est pas un problème d'opinion, c'est un problème objectif de ça pose aussi la question de la dissimulation du visage. On n'en a pas encore parlé. Là aussi, on sait que Emmanuel Macron saisit le Conseil constitutionnel sur ces dispositions particulières. Mais bien sûr que quand on participe à une manifestation, théoriquement, on exprime une conviction en se dissimulant le visage. Bah, écoutez, c'est en général pour commettre des actes qu'on ne veut pas assumer. En général, pour commettre. Attendez. Alors, on n'a pas le droit de porter une burqa dans notre pays, et je suis favorable à cette disposition, mais par contre, on peut venir cagouler à une manifestation, alors que les organisateurs de manifs eux-mêmes nous disent que ceux qui viennent cagouler viennent pour y commettre des actes. Enfin, on est dans la négation d'évidence, et on ne veut pas permettre au droit de pouvoir apporter des réponses préventives à ce type de comportement. Ça me paraît totalement surréaliste. Il faut que le droit s'adapte. On ne vient pas cagouler une manifestation, pas commettre des exactions. Dans les fichiers, ça sera le mot de la fin. Cagouler ou le visage dissimulé ou avec des casques de moto, etc. Aujourd'hui, c'est 35 € si vous venez cagouler. Ce n'est pas acceptable. Cependant, en faire une règle définitive comme quoi on ne peut plus, il y a des personnes pour qui c'est une nécessité, etc. Et pour autant, on ne va pas leur interdire. C'est pas cagouler dans le texte. De porter de se dissimuler le visage. Moi, ce que je voudrais rappeler quand même, très rapidement, il ne faut pas qu'on oublie de dire que le Conseil de l'Europe, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU nous interroge aujourd'hui sur ces dispositions-là et qu'il nous faudra bien y répondre en disant la France exagère, va trop loin dans une réglementation loi anti-casseurs qui est très on suivra les débats demain. C'est sûr que les pays de l'Est qui nous font la Merci Jean-Luc Fichet. 1300 blessés dans le monde. Merci Stanislas Godon. Merci François Grosdidier. Merci à tous les quatre. On aura l'occasion de revenir sur ce texte puisqu'il y a encore cette étape ultime du vote demain au Sénat en attendant la réponse du Conseil constitutionnel. Merci à tous les quatre. Première diffusion demain à 23h sur notre antenne de notre documentaire inédit Affaire Benalla, saison 2 au Sénat. C'est une exclusivité publique Sénat. C'est peut-être l'Élysée d'ailleurs qui a relancé bien malgré elle cette saison 2. Tout de suite un extrait, regardez. J'accompagne le président de la République au Tchad parce que je suis reporter et qu'il n'y avait personne pour l'accompagner pour ce voyage. Je dis ça parce qu'une énorme parano s'est développée au sein de l'Élysée. Ils étaient absolument persuadés que je venais là uniquement pour Alexandre Benalla, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais je n'ai pas réussi à leur faire accepter le contraire. Et donc je suis Emmanuel Macron. Et avant de partir, quelqu'un qui travaille ici au service Afrique me signale un article de la Lettre du Continent qui explique qu'Alexandre Benalla s'est rendu au Tchad. Nous partons au Tchad et à vrai dire, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que on est loin des gilets jaunes, ce qui est pour Emmanuel Macron une sorte d'échappée qu'il est un peu distraite. Il a l'air très fatigué. On réveillonne avec les soldats français, il passe un temps fou lors du réveillon, il salue tout le monde, il se couche très tard, entre 1h et 2h du matin. Et ensuite, le lendemain, il a rendez-vous avec Idriss Déby. Et moi, naturellement, comme je suis là, je ne perds pas de temps, je commence à discuter avec les uns et les autres. J'obtiens quelques détails sur la visite d'Alexandre Benalla qu'on ne connaissait pas, à savoir qu'ils étaient venus avec une délégation de 6 personnes, qu'ils étaient venus en avion privé, autant de choses qui n'étaient pas indiquées par la Lettre du Continent. Mais à ce stade-là, je ne pense pas forcément encore à écrire un article tout de suite. Les personnes qui entourent Emmanuel Macron viennent me trouver et me disent « on sait que vous travaillez sur Alexandre Benalla ». Et j'ai eu beau leur dire que je n'étais pas là pour ça, ce qui était la vérité, ils ne m'ont pas cru. Moi, je me suis simplement contentée d'expliquer dans un article le lendemain que, visiblement, ces voyages embarrassaient beaucoup l'Élysée. Et c'est vrai que ça a relancé l'acte 2 Benalla, je crois, puisque après, Mediapart a découvert qu'il avait utilisé un passeport diplomatique. C'était une affaire qui est en train de s'assoupir et qui a été relancée, mais je dirais presque à l'initiative de l'Élysée, en tout cas à cause de sa paranoïa.
Et Quentin Calmet nous a rejoint. Bonsoir Quentin, vous êtes à l'origine de ce documentaire, on vient d'en voir un extrait. C'est ces révélations finalement qui sont liées, selon Ariane Chemin, à une sorte de paranoïa de l'Élysée. Et c'est comme ça que la saison 2 finalement va être lancée. Voilà, Ariane Chemin, un peu plus tard dans le documentaire, elle parlera de présidence Netflix, tant la liste des rebondissements, elle est longue dans cette affaire, car après tout cet épisode sur les voyages au Tchad, on aura aussi les révélations autour des passeports diplomatiques que Alexandre Benalla a conservés après son départ de l'Élysée. Et bien sûr, les sénateurs, lorsqu'ils vont entendre ces informations, ils vont s'en emparer et décider d'une nouvelle série d'auditions, puisqu'ils sont à quelques jours de la date limite pour rendre leur rapport. Et ils vont s'en suivre à 5 nouvelles auditions en janvier, dont celle d'Alexandre Benalla pour la seconde fois devant le Sénat. Exactement, c'était en janvier, vous les avez vécu ici à l'antenne de Public Sénat. On a essayé dans le documentaire qui est diffusé demain de les raccourcir, de les résumer pour en comprendre toute l'intensité et pourquoi il y avait autant de zones d'ombre et autant de mystères autour de ces informations, notamment sur les contrats russes, mais aussi sur le but de ces voyages à l'étranger dont on parlait avec Ariane Chemin, mais aussi avec les liens que M. Benalla a pu conserver à l'Élysée. Autant de mystères donc qui nourrissent des soupçons chez les sénateurs qui sont intervenus dans le documentaire et qu'on pourra voir demain soir. Et bien sûr, il y a à la clé ce rapport sénatorial qui a été présenté il y a 15 jours et qui a fait monter la pression avec l'exécutif. Justement, vous qui avez travaillé sur ces relations tendues entre le Sénat et l'exécutif, est-ce que vous avez senti des tensions particulières ? Le lendemain de la remise du rapport sénatorial, nous sommes allés tendre un micro à Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Et à ce moment-là, effectivement, ils sont plusieurs au gouvernement à avoir dénoncé les conclusions du rapport en disant que ce n'est pas la mission des sénateurs que de pointer les dysfonctionnements au sein de la présidence de la République, car ils n'ont pas le niveau de contrôle au-dessus de l'exécutif et l'Élysée. En gros, ça outrepasse leur prérogative de contrôle. Et vous verrez la réponse dans le documentaire, mais effectivement, il y a une tension dans la réponse de Nicole Belloubet qui montre bien ce bras de fer un peu constitutionnel qui a pu y avoir effectivement avec Nicole Belloubet et d'autres membres du gouvernement et les parlementaires. On a un petit mot sur le titre, affaire Benalla saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 3, Quentin ? A priori, pas au Sénat, puisque on le disait, la mission a terminé son travail, a rendu son rapport. Maintenant, c'est peut-être à la justice d'écrire la saison 3, mais donc plus aux parlementaires. La justice qui est saisie sur de nombreux volets, mais donc peut-être un qui concerne plus les sénateurs, celui des parjures. Et ça, c'est le 21 mars prochain qu'on aura la réponse des sénateurs. Est-ce qu'ils transmettent ou pas les soupçons de parjure au parquet dans les témoignages qui ont été faits devant la commission d'enquête ? Bien sûr, on sera en édition spéciale le 21 mars. D'ailleurs, en attendant, rendez-vous demain, 23h sur l'antenne de Public Sénat pour votre documentaire. Quentin, merci d'être venu en parler. Merci Delphine. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateurs à domicile. Aujourd'hui, direction le département du Doubs, c'est le département, la terre d'élection du sénateur Jean-François Longeot. Et vous allez voir, c'est un département qui a fait le pari des énergies renouvelables en s'appuyant notamment sur les ressources naturelles de ce territoire rural. C'est un reportage de Béatrice Finzin. Le Doubs, la force du département, une ressource utilisée depuis longtemps par ses habitants et notamment dans la production d'hydroélectricité, comme ici à l'Abergement Sainte-Marie où un syndicat intercommunal d'électricité a vu le jour en 1897. Le Ciel alimente désormais 6000 foyers, plus de 250 entreprises dans 10 communes environnantes grâce à ces turbines. Donc l'eau arrive sous pression, entraîne une turbine qui fait fonctionner, entraîner un alternateur qui lui prend l'électricité qui est ensuite injectée sur le réseau de distribution et qui est répartie sur nos clients professionnels et nos clients domestiques. L'eau donc, mais aussi le soleil, puisque le Ciel a installé un parc photovoltaïque partout sur le territoire qui lui a permis de développer depuis 2014 des bornes de recharge pour voitures électriques. Frédéric part d'ailleurs sur le terrain en réparer une. Là, je viens de recevoir un intitulé sur ma tablette parce que j'ai une intervention à faire sur une des communes. Donc il faut que je me dirige sur la commune où je vais prendre la voiture et puis aller voir pour le dépannage. Un atout majeur pour le département qui mise beaucoup sur l'énergie renouvelable. On parle beaucoup d'énergie nouvelle, on parle beaucoup des phénomènes de pollution dus aux particules par exemple, et on se dit voilà, il faut développer le véhicule électrique. Alors
avant de parler du développement du véhicule électrique, moi je tiens à venir voir un peu ce qui se fait, voir comment ça fonctionne, voir où sont installées les bornes, qui peut s'en servir, comment on peut s'en servir, quelle autonomie on peut avoir sur les véhicules. Voilà un petit peu la démarche que je souhaite entreprendre. À Fourcatier-Maisonneuve, on retrouve justement Frédéric en plein travail sur l'une des 10 bornes existantes. Comment ça fonctionne? Qu'on sache un petit peu comment ça fonctionne. Tout cela. Là, en l'occurrence, vous avez une carte qui est libérée par le ciel dans chaque commune, gratuitement. Et vous venez ici scanner le petit pad. Après, vous faites l'ouverture de la porte. Vous venez charger votre petite voiture électrique avec des prises universelles aujourd'hui, parce qu'avant on avait des soucis de prise, mais maintenant tout fonctionne à merveille avec chaque type de prise. Donc vous pouvez venir avec n'importe quel véhicule électrique, vous pouvez le charger dessus. C'est vraiment super. Je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse confiance à nos élus, à nos territoires. Le Doubs, un territoire plein d'inventivité, à la pointe des dernières techniques durables et riche de ressources naturelles. On est dans un département exceptionnel où on a une ressource naturelle qui est celle de l'eau, qui est celle du bois, et qu'il faut effectivement que l'on valorise et que l'on utilise de plus en plus dans nos secteurs. Associé modernité et ruralité, Jean-François Longeau, installé dans le Doubs depuis 1981, en fait sa priorité. Le sénateur centriste élu en 2014 plaidera dans ce sens le 19 mars prochain dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Je vous regarde. Oui. Bonsoir Jean-François Longeau, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. On voit dans ce reportage le département du Doubs presque à la pointe, notamment en matière de véhicules électriques. C'est assez rare dans les territoires ruraux. Il a fallu convaincre. Comment ça s'est installé finalement? Bonsoir. Oui, alors j'enlèverai le mot presque. Le département du Doubs est vraiment à la pointe, effectivement, en matière d'aménagement et de mise en place de bornes. Bon, c'est pas non plus innocent, hein. On a quand même dans ce département un fleuron de l'automobile français, c'est le groupe Peugeot. Et avec le développement, effectivement, du véhicule électrique, beaucoup de réflexions ont été menées pour se dire, oui, mais comment on va alimenter ces véhicules et qu'est-ce que l'on doit faire? Et je crois que le syndicat d'électricité et de l'hébergement Sainte-Marie a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour répondre à cette attente et que ces administrés et que l'ensemble aussi des touristes nombreux qui viendront dans le département puissent, avec leur voiture électrique, bénéficier des bornes de recharge qui figurent dans chacune des 10 communes qui composent ce syndicat. On est bientôt à l'aune de l'examen en séance de la loi mobilité. Vous serez particulièrement attentif à ces questions de mobilité, notamment sur le transport scolaire. Là aussi, vous voulez aller plus loin par voie d'amendement sur le transport scolaire électrique? Oui. Alors moi, si vous voulez, cette loi, il faut qu'on en profite pour défendre nos territoires ruraux. Parce que dans nos territoires ruraux, qu'est-ce que nous avons pour nous déplacer? Soit la voiture ou la voiture. C'est les seuls modes de déplacement. Donc il faut effectivement, et tout le monde pour aller travailler ne peut pas avoir un véhicule, ne possède pas de véhicule. Quelqu'un qui reprend un emploi après une période d'instabilité, une période de chômage, une période peut-être de RMI, RSA, ne peut pas acquérir un véhicule immédiatement. Et la proposition que je fais, c'est de se dire, prenons l'exemple sur le maillage territorial qui est fait dans le département du Doubs sur les transports scolaires et puis de se dire que ça permettra à certaines personnes de rejoindre leur travail, mais aussi dans nos territoires les plus éloignés, à certaines personnes aussi de pouvoir aller faire leurs courses dans des communes un petit peu plus importantes et ça permettra effectivement d'éviter l'isolement et ça permettra aussi de traiter les problèmes environnementaux. Je crois que c'est important et il faut profiter de cette loi pour avoir un petit peu d'imagination, mettre au goût du jour et valoriser nos territoires ruraux. C'est ce que je vais essayer de faire à partir du 19 mars prochain en séance et pendant les 10 jours qui vont nous accaparer sur cette LOM. Il faut aussi un changement des mentalités des habitants de ces territoires. Vous en parlez avec eux? Comment vous leur présentez ce projet? Alors, un changement des mentalités, oui, ça c'est évident. Mais je veux dire, on ne peut pas demander à quelqu'un de changer ses habitudes si nous n'offrons rien. Si en contrepartie, on ne leur dit pas, mais attendez, on peut mettre à votre disposition un certain nombre d'outils qui vous permettront de vous déplacer. Et je crois que c'est avant, effectivement, de
pousser les gens ou de vouloir leur demander de faire un certain nombre de choses. Il faut que nous soyons en capacité, les pouvoirs publics, de pouvoir effectivement offrir un certain nombre de modes de déplacement nouveaux, que ce soit le covoiturage, que ce soit le bus, que ce soit tout ce que l'on peut imaginer dans le cadre des déplacements. Je reviens à ces véhicules électriques et vous évoquiez Peugeot. Est-ce qu'ils ont dû faire évoluer leur modèle, leur offre pour justement qu'ils soient peut-être plus autonomes, qu'ils puissent parcourir un nombre de kilomètres un peu plus grand sur ces territoires en particulier? Oui, c'est effectivement ce qui est en train de se faire. C'est vrai qu'aujourd'hui l'autonomie n'est pas importante, mais je crois qu'il faut aussi relativiser et ne pas avoir une exigence immédiate. On débute dans le véhicule électrique quand même. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des véhicules qui peuvent faire 300-400 km. Je crois que l'autonomie devient de plus en plus importante. Et c'est vers cette tendance que vont les constructeurs et que va aller notamment Peugeot. Eh bien, merci Jean-François Longeau d'être venu sur ce plateau. On suivra avec attention la loi mobilité en séance à partir du 19 mars prochain. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau numéro d'On va plus loin présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain.